Donc je suis Philippe Prados, je suis consultant chez Autotechnologies. Je suis responsable d'une, ce qu'on appelle chez nous une tribu de React, parce qu'il fallait 4 lettres, donc c'est réactif. Et on s'occupe justement de publier pas mal de documents sur ces technologies, sur Dev.to, on a une thématique clairement sur le sujet. Et on va vous proposer un outil pour auditer justement ce type d'archive. Et je vais me dégager parce qu'il y a du harcèlement. Voilà. Et je suis accompagné de François-Xavier Bonnet, donc architecte, consultant chez Octo également, qui fait partie de la tribu réactive avec Philippe. Très bien. Alors, la première chose, qui connaît le Reactive Manifesto? Pour ceux qui ont levé la main, gardez-la en l'air. Si vous utilisez ce type d'architecture, vous laissez la main en l'air. Les autres, vous laissez. Il reste un peu moins. Et parmi ceux qui restent, qui est certain de ne jamais faire d'appel bloquant? Ah, alors il y en a deux, très bien. Bon, alors, soit vous avez rien à faire ici, soit peut-être que vous allez découvrir des choses à la fin de cette présentation. On va voir si c'est vraiment le cas. D'accord? Donc, vas-y. Ça, c'est une synthèse de ce qu'est l'architecture réactive. Donc, on a repris ce qui était écrit textuellement dans le Reactive Manifesto. Un des points importants qui est cité entre guillemets en dessous, c'est que il y a une place importante pour la communication non bloquante entre les différents acteurs en fait, de l'architecture, de manière à optimiser la consommation des ressources. Parce que si on se retrouve avec des composants qui sont en train d'attendre que d'autres répondent, on va mobiliser tous les threads, on va bloquer la machine, et tous les frameworks qui permettent de faire du développement réactif sont basés sur un petit nombre de threads, en général dimensionné au nombre de CPU de la machine. Donc il ne faut surtout pas bloquer un de ces threads, sinon on bloque toute l'application. Un problème qui est classique et que nous on rencontre régulièrement quand on audite des projets qui font du réactive, c'est le développeur qui, sans le savoir, a utilisé une API qui elle-même derrière, donc il a utilisé une librairie qui elle-même utilise une API bloquante, par exemple une API qui fait un appel réseau. Imaginons un développeur par exemple qui a voulu faire un développement en clé, puis à l'intérieur il a utilisé une librairie qui faisait un appel de web service. Et pour cet appel de web service, donc elle fait un appel réseau bloquant. Là très rapidement, quand on monte en charge sur l'application, on se retrouve avec tous les processeurs de la machine qui seront bloqués à attendre. Et il n'y a plus rien qui se passe alors que pourtant la CPU est à 0%. Alors en théorie, le modèle idéal du modèle réactif, c'est pas plus de threads que j'ai 2 cœurs. 4 cœurs, 4 threads, 8 threads, 8 cœurs, 8 threads. Voire même un seul. Il faut savoir que Node.js est bien un modèle réactif, et il fonctionne qu'avec un seul et unique thread. Donc on n'a aucune raison de mettre plus de threads que 1. Ça doit pouvoir fonctionner en test unitaire avec un seul et unique thread. Hein, ça c'est la théorie. Si on est complètement pur, ça va fonctionner comme ça. Après, on est feignant, on a tendance à rajouter des threads, à dire je ne sais pas trop ce qui se passe, je vais faire du trade probabiliste. Hein, je vais partir de l'hypothèse que pendant qu'il est en train de poireauter, il y a un autre thread qui va pouvoir bosser. Mais la plupart du temps, il y a de la contention, du context switch. Au contraire, personne ne fait rien et tout le monde est bloqué. Donc, ce n'est pas forcément le modèle idéal. Et c'est pour ça que le Reactive Manifesto propose un autre modèle. Alors, donc nous, notre idée, c'est que quand on expose ce genre de modèle, on nous répond régulièrement ouais, mais les développeurs, c'est des newbies, ils sont incapables de comprendre qu'ils sont en train de faire un appel bloquant, et du coup, ils vont briser tout le modèle parce qu'ils vont faire de la merde quelque part, ils ne vont pas le savoir. Donc, par rapport à là, on s'est dit comment résoudre cette problématique. Alors, il y a plusieurs stratégies pour essayer de faire ça. Nous, notre objectif, c'est d'essayer d'identifier les appels bloquants. La première idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas modifier la JVM? La deuxième, c'est est-ce qu'on va essayer de générer des warnings pendant la compilation? Puis la dernière, c'est est-ce qu'on ne va pas, finalement, instrumenter le code à l'exécution pour pouvoir identifier les cas légaux et les cas illégaux. Ça, c'est les 3 stratégies qu'on a imaginées au début pour l'outil que l'on a monté. Alors, première idée, c'est modifier le JDK. Parce que finalement, c'est quoi les appels bloquants? Il y a 3 familles, finalement, d'appels bloquants. Il y a soit les accès réseau, hein, cela on connaît, soit les accès disque. N'oubliez pas que le débit du disque est 2 fois plus lent que le réseau. Quand vous allez sur le disque, vous avez l'impression que c'est rapide. En réalité, c'est 2 fois plus lent que si vous avez le même flux que sur le réseau. Si maintenant vous utilisez en plus un disque et sur un NAS, vous avez donc x3. Si vous êtes sur du cloud, là c'est encore pire. Donc écrire sur le disque, c'est pas négligeable. Il vaut mieux à la limite faire du réseau que du disque. Sauf si vous êtes purement local avec un disque SSD, là ça peut éventuellement se tolérer. Donc c'est la stratégie finalement de modifier, d'intervenir que sur ces 3 éléments, c'est de modifier directement le JDK.
Et c'est typiquement ce qu'a fait Google dans Android. Dans Android, ils avaient le même type de problème, vous avez 8 threads, la thread qui sert d'interface utilisateur, et ils ne voulaient pas que là-dedans, il y ait des développeurs qui fassent le malin et qui se mettent à attaquer le réseau dedans, parce que ça bloque toute l'interface utilisateur. Donc ils se sont mis tout en bas, et ils se sont mis tiens, dans les API de base de réseau, en disant tiens, si je suis dans le 8 thread, je jette une exception. Bon, voilà. Donc, on pourrait imaginer d'aller modifier le JDK pour trouver tous les endroits où on attaque soit le réseau, soit le disque, soit, le dernier élément que j'ai oublié, les contentions entre les threads, je fais du log, du synchronize, ce genre de choses. Hein. Et dans tous ces endroits-là, on va éventuellement plugger un truc qui va permettre de vérifier si oui ou non on est bloqué. Ça, c'est la première stratégie. Le problème, c'est que c'est difficile à implémenter, il faut intervenir directement sur le JDK. Donc ça va être difficile de justifier, ouais, vous allez prendre une autre JDK pour pouvoir le faire. Et du coup, ça va être un peu trop difficile. En plus, pour le code natif, là, ça va être encore plus chaud. Donc il va falloir s'adapter aux différentes plateformes. Une autre stratégie qu'on peut imaginer, c'est de générer des warnings au moment de la compilation du code. Donc l'idée, c'est par exemple de mettre des annotations au niveau du JDK dans l'IDE. C'est par exemple quelque chose qui est une technique qui est utilisée dans IntelliJ pour repérer ce qui est nulable et ce qui n'est pas nulable. Mais c'est des annotations qui ne sont pas standards. Donc, on a une JSR à la rescousse pour ça qui permet de faire des choses au moment de la compilation du code, c'est la JSR 269. Par contre, ce que cette JSR permet, c'est d'accéder au code au moment de la première phase de la compilation, donc on a accès à l'arbre syntaxique, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui va se passer derrière. On sait au niveau syntaxe quelle est la méthode qui est appelée, on ne sait pas forcément quelle est l'implémentation qu'il y a derrière, on a du polymorphisme, on ne sait pas à quoi ça va correspondre. En gros, si vous prenez votre source, il va vous dire j'invoque la méthode toString. Mais toString de quoi? On n'en sait rien, il y a peut-être des imports, il y a peut-être autre chose, c'est quoi le type de l'objet, on n'en sait rien. On a juste les tokens de la syntaxe dans cette étape-là, la phase 1. Donc il vous donne la main au moment où on a la compréhension de tokens de votre fichier source. Et là, c'est pas suffisant pour pouvoir dire je me rends compte que c'est telle méthode de telle API que tu invoques, c'est une méthode bloquante, donc je vais générer une alerte. Le seul moyen, ce serait d'aller plus loin. Donc on a une autre JSR à la rescousse, c'est la JSR 308 qui permet de faire des choses après la deuxième phase de la compilation. Donc on se retrouve avec un arbre syntaxique augmenté, cette fois-ci on a plus d'infos. Malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas encore inclus dans JDK 8. Et il y a quand même des choses qu'on va pouvoir identifier qu'à l'exécution, des bindings qui vont être faits au moment de l'exécution. Alors, c'est justement ça. Donc le problème, c'est que cette idée est sympathique en se disant, voilà, une API bloquante, c'est facile de le savoir, sauf qu'on est avec un langage qui est polymorphique. Donc, un langage polymorphique, ça veut dire que quand j'ai un input stream et que je fais un read sur un input stream, ça veut juste rien dire. Est-ce que je déclare read sur input stream comme étant bloquant ou comme non bloquant? Ça dépend de ce que j'ai derrière. Si derrière j'ai un fichier, c'est bloquant. Si derrière j'ai le réseau, c'est bloquant. Si derrière j'ai un buffer RAM, c'est pas bloquant. Donc je ne peux pas, rien que par l'identité des méthodes, en déduire qu'elle est bloquante ou pas bloquante. Donc on pourrait imaginer d'utiliser le deuxième JSR pour identifier certaines méthodes qui sont sûres et certaines bloquantes. Ça ne va pas pour autant nous identifier toutes les méthodes bloquantes. D'accord? Donc du coup, ces stratégies consistant à essayer d'intervenir dans le JDK, ça ne fonctionne pas, ou au niveau de la compile, c'est pas suffisant. La dernière idée qui nous reste, c'est de dire on va instrumenter le code. Instrumenter le code, ça veut dire qu'on va essayer d'intervenir sur le code. Alors il y a deux manières de faire, soit à la compile, soit à l'exécution. Si on fait à la compile, c'est un peu compliqué pour ceux qui vont utiliser l'outil, puisqu'ils vont devoir intervenir dans leur mécanisme de build, dire je vais rajouter des trucs lors du build, je vais builder pour le code instrumenté ou je vais builder pour la prod, c'est un peu compliqué. Donc nous on a préféré fonctionner lors de l'exécution. Et il y a un élément très très bien pour pouvoir faire ça s'appelle AspectJ. AspectJ, c'est un outil qui va nous permettre de faire la programmation par aspect. La programmation par aspect, si vous ne connaissez pas, c'est en gros vous imaginez un select sur votre code. C'est assez facile d'imaginer des requêtes sur votre code qui dit il y a un truc qui ressemble à ça. Il y a quelque part une classe qui invoque la méthode Toto, je ne sais pas quelle est cette classe. Elle reçoit un paramètre qui est du type entier, le suivant, j'en sais rien. Donc on va mettre des critères comme ça, des selects. Et derrière, AspectJ va pouvoir se plugger lors du lancement de la JVM, va identifier tous les patterns, toutes les règles que vous avez indiquées, et va pouvoir modifier le bytecode. Donc on va pouvoir lui dire, avant de faire ça, tu vas aller modifier un paramètre, avant de faire ça, tu vas invoquer tel code. Une fois que tu l'as invoqué, tu vas modifier le code retour. Ou avant de le faire, tu vas me donner la main, moi je vais faire un truc avant et après. Donc on va pouvoir enrichir le bytecode avant qu'il soit installé dans la JVM.
Et ça, c'est une stratégie assez intéressante parce que ça va nous permettre de pouvoir identifier toutes les méthodes du JDK qui sont bloquantes, pouvoir du coup rajouter du code qui va vérifier est-ce que le input stream que tu invoques, l'instance réelle c'est quoi? C'est un fichier, c'est le réseau, c'est quoi? On va pouvoir du coup réagir et définir des règles qui sont réelles et qui sont programmées. Donc on a utilisé la stratégie load tab weaving, qui consiste à faire du tissage lors du chargement des classes. Il suffira donc de rajouter lors du lancement de votre application un agent correctement paramétré, et c'est dans le démarrage de votre JVM, on rajoute l'agent, et à partir de ce moment-là, toutes les classes qui font des appels bloquants vont pouvoir être instrumentées. La difficulté que l'on a eue à partir de cette idée tout seul, on a dit c'est pas très difficile, je vais avoir 3-4 classes à devoir modifier, c'est qu'on peut instrumenter tout ce qu'on veut sauf le JDK lui-même, parce que AspectJ utilise lui-même le JDK. Donc on peut instrumenter toutes les classes qui vont utiliser le JDK, mais pas le JDK lui-même. Si dans le JDK, j'ai une méthode genre load properties, load properties, ça prend un input stream. Ben, en soi, à l'intérieur, en bout de shell, il va faire un open sur un input stream. Donc ce qui m'intéresserait, c'est juste intervenir sur le read d'un input stream. Sauf que là, je ne peux pas instrumenter à ce niveau-là, je ne peux pas le modifier, le code du load qui fait partie du JDK. Donc je suis obligé de remonter un peu plus haut et d'identifier les méthodes du JDK qui, en interne, vont utiliser un appel bloquant. D'accord? Concrètement, c'est plus de 500 méthodes. Donc on s'est tapé les 500 règles qui vont nous permettre, au niveau du JDK, d'identifier dans toutes les méthodes qui, en bout de chaîne, vont faire des appels bloquants, pour pouvoir mettre des règles qui vont permettre en amont de pouvoir savoir si l'appel est bloquant ou pas. Donc tout ça, ça a été programmé avec des aspects. Là, on a un petit exemple d'aspect qui permet d'auditer ce qui se passe quand on utilise la méthode properties.load. Donc, on utilise un reader ou un input stream. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Donc, l'aspect permet d'intercepter cet appel et en fonction du paramètre qui est passé, de dire si ça pose un problème de blocage ou non. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, on a un is last input stream with latency. Pourquoi? Parce que l'input stream que j'ai en entrée, c'est quoi? C'est pas forcément directement un file input stream. Ça peut être un buffer input stream qui lui-même pointe sur un autre buffer qui pointe sur un, je sais pas moi, autre chose, mais en bout de chaîne, il va y avoir soit un file, soit un network, soit autre chose. Donc on est obligé de mettre un peu de code qui va aller fouiller dans la chaîne de traitement des input streams pour se rendre compte si finalement le dernier, c'est du réseau, c'est du disque, c'est quoi. Mais finalement, avec quelques outils comme ça, on voit que définir une règle, là, c'est relativement simple. On a décrit un aspect pour la méthode load, on s'en fout du paramètre de retour. Dès que ça reçoit un input stream, on chope le paramètre in. Le paramètre in, on va le retrouver ici. Et comme on l'a là, on va juste utiliser une petite méthode qui nous dit, bon, ok, c'est quoi que j'ai à l'arrivée? Si c'est du bloquant que j'ai derrière, je vais arbitrairement déclarer que c'est une méthode I, parce que ça lit beaucoup de choses, c'est pas juste une ouverture de fichier. Nous, on a décrété que lire, c'était un peu consommateur. Donc on a déclaré que c'était une latence high. On a 3 niveaux de latence, low, medium et high. Le low pour les files, c'est quand vous n'avez pas d'alternative. Il existe des API où on n'a pas d'alternative non bloquante. Typiquement un delete, il n'y a pas de delete asynchrone dans Java. Alors si par contre c'est un répertoire... On arrive aux limites de l'AGR, des choses qui n'ont pas été prévues. On voit que c'est quelque chose qui a été ajouté par la suite. Alors, une fois qu'on a fait cet outil, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans la vraie vie. Et donc, on a trouvé entre autres cette page de Play. Qui connaît Play? Vous utilisez Play, donc vous êtes asynchrone. Vous n'utilisez pas de code asynchrone, on va voir ça. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs thread pools. Alors déjà, on peut se poser la question pourquoi il y a plusieurs thread pools. Dans l'absolu, un seul thread pool devrait suffire. Si j'étais pur par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça devrait suffire. Mais bon, il y a différents workers, très bien. Et il y a entre autres un play internal thread pool. Et il y a bien marqué, le thread internal thread pool ne va jamais faire d'appel bloquant. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que je vais auditer ça avec mon outil, on va voir ce qui va nous sortir. Alors, ce que vous allez avoir ici, c'est que en haut, vous avez la ligne de commande. Je vais essayer de placer ma souris. Tu peux tourner la table. Ouais, voilà. En haut, vous avez le petit script, une fois que vous avez installé l'outil, faites Reactive Audit,
Vous indiquez le nom du framework que vous utilisez. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un jeu de paramètres. On va voir les paramètres qu'il y a derrière, mais il y a un jeu pré-proposé pour Play, pour Netty, pour RxJava, etc. Vous pouvez vous-même créer vos propres paramètres. Donc là, ça va simplement valoriser les variables d'environnement qui sont nécessaires par rapport au framework pour ensuite le lancer. Donc typiquement, dans le cas d'un activateur qui est derrière, c'est le SBT Ops. Maintenant, si vous êtes sur du Jetty, ça sera un autre. Si vous êtes sur la SBT, il y a différents frameworks qui vont utiliser des variables différentes. Donc lui, il va se démerder pour pouvoir le savoir. Et donc une fois que vous avez dit, ben voilà, je veux lancer un Reactive Audit avec un framework de type Play, et je veux ensuite que tu lances la commande activateur run. Très bien. Donc là, ça va se lancer et ça va instrumenter. Alors ce qui va être intéressant, c'est de regarder le bout de stop. Voilà. Ici, on a simplement le premier message qui est généré, le guide.log. Maintenant, je vais aller sur le navigateur et puis je vais changer ça. Bien, j'espère que ça va marcher. Allez, compris. Alors, attention, hein, ça ralentit. Ce qu'on a fait, vous avez vu un peu le tableau qui faire derrière. Donc, ça ralentit le démarrage. Allez, bien. Ouais, mais en plus, comme il peut marcher sur le secteur, il va arriver, ça va arriver. Il se passe rien sur la console. Ça bouge de la CPU. Voilà, start, application, un cap, ça commence à le faire. Voilà, c'est arrivé derrière. Voilà. Alors là, je comprends maintenant un poil, il faut faire un enregistrement ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un play internal exécution contexte. C'est-à-dire que je rajoute moi un add thread, c'est-à-dire que je donne le moyen du nom du thread, ce qui va nous permettre éventuellement de filtrer et de dire ces threads-là, ils n'ont pas le droit d'appeler des appels bloquants, ceux-là, ils ont le droit. Donc quand il y a une alerte, je vais indiquer de quel thread c'est, ce qui va vous permettre de vous aider. J'indique qu'il y a une alerte du type I. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu un print, et autant que possible, j'essaie d'indiquer le contexte. Donc j'indique le fichier sur lequel ça a été fait. D'accord? Donc on voit qu'il y a eu un fichier de log qui a été écrit dans un play internal. Après on peut redescendre toute la pile qui est derrière. Hein, dans un framework qui dit je n'appelle jamais d'appel bloquant. Donc on voit que même les meilleurs peuvent se faire piéger. C'est pas que le framework est mauvais. Hein. C'est juste que si j'utilise ce genre de choses sur le cloud, ben, je vais avoir des impacts. Hein, et que ben, c'est comme des emboîtements d'appels et finalement on ne se rend pas compte que finalement en bout de chaîne on a des difficultés. D'accord? Je vais revenir sur les slides. Voilà, et donc, si on reprend un petit peu l'exemple qui est là, là je vous ai viré, c'est-à-dire que j'ai fait un shift dans le départ, c'est-à-dire que j'ai déclaré, bon, au début, les frameworks, le temps qu'ils s'initialisent, ils vont faire des appels bloquants, c'est pas dramatique. Donc je vais déclarer, je vais laisser un temps de bootstrap. Pour l'instant, c'est basé sur un temps, on va en parler là-dessus. Pour le laisser faire, parce que sinon vous en avez plein. Vous avez des trucs rigolos, par exemple, vous avez un new integer qui est fait pour pouvoir avoir un générateur d'ID au niveau de Netty, mais qui en réalité en interne utilise un atomic integer, donc fait du lock. Et donc ça se découvre avec ce genre de choses. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Donc là, voilà, là on a un exemple de framework dit réactif, et puis bah, qu'on utilise un peu les uns les autres, on en trouve comme ça un peu partout. Hein, et c'est un petit peu l'intérêt. Donc ce genre d'outil finalement va être intéressant à quel niveau? Bah, dans les tests unitaires, pas tellement, parce que dans les tests unitaires, vous êtes sur vos threads à vous n'êtes pas dans le contexte qui va bien. Si maintenant vous êtes dans les tests d'intégration ou des tests fonctionnels, là ça devient intéressant parce que là vous êtes dans un scénario qui est pertinent. Mais attention, ça va détecter que ce par où vous passez. Si vous n'invoquez pas un bout de code, vous n'allez pas le voir. Le but c'est d'intégrer dans les tests fonctionnels ou les tests d'intégration les différents scénarios et puis de voir derrière si ça vous sort des alertes. Alors, vous avez des moyens d'être exigeant et de dire tu vas pas simplement mettre une alerte mais tu vas me jeter une exception. Comme ça, ça passera pas et puis ça va cracher le truc et tant mieux. On va être content pour ça. D'accord? C'est moins pertinent au niveau des tests unitaires. Peut-être avec la prochaine version d'API, on pourra publier, pour l'instant on ne l'assume pas sur la partie tools,
des moyens de pouvoir soi-même dire est-ce que je vais activer, désactiver, quel type de règle je veux mettre à chaud dans un test unitaire, etc. Ce serait par exemple intéressant pour les acteurs qui ont des chaînes de traitement derrière. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, il va falloir configurer tout ça. Ouais, donc l'idée générale, ça reste que ce soit un outil à destination des développeurs qui permette de gagner du temps, d'identifier immédiatement le type de problème qu'on peut rencontrer dès qu'on fait un appel bloquant. Et pour ça, on a déjà prévu un certain nombre de paramètres qui permettent d'affiner un peu le diagnostic. Première chose, c'est ce dont parlait Philippe déjà il y a quelques minutes, c'est le délai au démarrage. Parce qu'au démarrage, il y a tout un tas d'API qui chargent des properties, par exemple, qui chargent des choses qui sont incluses à l'intérieur des jars, des différentes librairies. Et ça, on ne veut pas que ce soit considéré comme bloquant et que ça génère tout un tas de faux positifs. Donc une fois que l'application est générée, deuxième manière de filtrer, c'est le nom du thread. On a vu que dans l'exemple de Play, on avait plusieurs groupes de threads différents dans lesquels on peut ou pas faire du bloquant. Donc c'est important de pouvoir filtrer là-dessus. Le filtre suivant, c'est sur le type d'alerte et le niveau d'alerte. Par exemple, que ce soit un accès, de la CPU, un accès file system ou du network, selon l'architecture qu'on a, c'est pas forcément le même niveau de gravité, donc on peut y prêter plus ou moins attention. Et le dernier cas qu'on a imaginé, c'est des annotations qu'on peut rajouter à l'intérieur du code pour, soit dans certains cas, signaler qu'une méthode a le droit exceptionnellement d'utiliser du bloquant, soit dans le cas inverse, dans notre code à nous, d'être capable de dire que, attention, cette méthode ne doit pas être appelée dans un pool de thread qui n'utilise pas de bloquant. Donc ici, on a un exemple de ce que donnent ces annotations qui permettent de filtrer à l'exécution. Donc la première annotation qu'on voit en haut, qui s'appelle with latency medium, permet d'indiquer que la méthode en question est considérée comme étant une méthode avec de la latence. Alors pour l'instant, dans le code, le body, vous avez qu'une boucle de CPU, hein, donc en soi, il n'y a aucune raison que ça génère une annotation. Hein, que ça génère une alerte. Mais là, on a déclaré que c'est un algorithme qui est gourmand, donc on ne veut pas qu'il soit appelé dans un thread. Et alors la deuxième annotation tolerate latency, c'est le cas inverse, c'est-à-dire qu'on fait des trucs un peu sales qui appellent des méthodes avec de la latence. Et pourtant, on a mis une annotation qui permet d'ignorer complètement ça dans l'outil d'audit. J'espère que les développeurs ne vont pas trop se servir de ça quand même. C'est symptomatique, mais en tout cas, si c'est intéressant pour pouvoir justement, dans tous les frameworks, les Play ou autres, peuvent utiliser ça pour tout le bootstrap. Vous mettez ça dans le bootstrap, comme ça ensuite vous n'avez plus le problème du shift depuis le début. Vous dites, moi, c'est dès le début, on n'a pas le droit, le reste, je l'assume. J'ai moi-même déclaré dans quel endroit je considérais que c'était normal. Donc dans vos frameworks, vous indiquez dans vos init, ok, là on peut faire de la latency, je suis que dans la phase init, je l'assume, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, ça ne sera pas rappelé à chaque fois, etc. Alors là, si on prend l'exemple du mail en bas, on voit que finalement, on a plusieurs scénarios. On a un premier slip, donc qui doit générer une alerte dans le mail. On a le deuxième with latency qui doit générer une alerte, même si à l'intérieur du corps il n'y a pas d'alerte. Et le troisième, qui assume latency, il ne doit pas générer d'alerte. D'accord? Alors, on va refaire une démo, mais cette fois-ci, ce que l'on va faire, là, on va l'arrêter, peut-être juste pour montrer, à la fin, il vous rajoute des bricoles aussi. À la fin, je sors des trucs, genre, voilà, combien de requêtes high j'ai eu, combien de medium j'ai eu, combien j'ai vu au maximum de threads. Il est allé jusqu'à 39 threads. On a dit que normalement, on ne devrait pas avoir plus que le nombre de cœurs. On est allé jusqu'à 39. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes si vous voulez vraiment être pur au niveau de votre approche active. Ok, alors maintenant, on va aller ailleurs. Non, c'est juste un problème de bootstrap, parce qu'après il y a SBT qui lui-même peuvent être des appels bloquants. Comme il y a un pool qui est souvent partagé, c'est pas forcément séparé pour un livret. Voilà, alors si vous prenez les sources qui sont sur GitHub, bien entendu, vous avez le projet lui-même. Si vous faites en raccourci, vous avez le deuxième projet qui est là, qui est un réactif. La réactive audit intégration, qui est un exemple d'utilisation, mais cette fois-ci, sans avoir installé l'outil, juste en utilisant les outils de build. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir
prendre le bout de code que vous avez vu tout à l'heure, je vais pouvoir faire un Gradle run. Il va donc me lancer le main. Et je vais avoir un Gradle audit. Et j'ai la même chose pour SBT. Je peux faire SBT run ou SBT audit. Merci Stack Overflow de m'avoir aidé à pouvoir faire ce genre de choses parce que c'était juste formidable. Bien entendu, on fait l'appel à vous hein, si vous êtes des spécialistes de ces trucs-là. Donc, ok, là j'ai le droit, donc il a juste dit, ok, je les ai pris toute l'application. Et on va faire la même chose avec lui. Voilà. Alors avant de faire ça, je vais faire un truc, c'est que j'ai la possibilité d'intervenir sur tous les paramètres. Soit il y a un fichier properties qui a des paramètres, soit je modifie les paramètres du fichier properties avec un -d dans le lancement de la JVM, soit je le déclare directement dans les variables d'environnement. Donc il me suffit de faire set reactive audit-log output égale console. Et là, au lieu de sortir les logs dans un fichier, il va me les sortir. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un Gradle, faire un SBT. On est ici. Audit. Et donc, comme on l'a vu, on devrait avoir deux alertes. Une qui est dans le mail et une qui est dans la méthode invoquée par le code. Pendant que ça compile, il y a des astuces dans le code qui, par exemple, comme on est au run et qu'on ne bloque pas, normalement une exception ça bloque. Donc là on voit ici, on a eu un info, start reactive audit où il rappelle le fichier properties qu'on a utilisé. On a dit qu'il y a eu un thread slip qui a été invoqué, je regarde la stack, c'est dans main, c'est le premier qui a pété. Le deuxième, j'ai bien le with latency, et c'est bien le main qui a appelé with latency dans l'API. D'accord? Donc on a, et puis le troisième n'est pas sorti. Donc j'ai eu un high, un medium. J'ai vu 5 threads maximum, parce qu'il y a des threads derrière, par région. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai des astuces, comme on est au run. Je peux avoir une boucle qui va faire un appel bloquant, puis il va le faire une fois, une trace, puis une deuxième fois, deux traces, trois fois, quatre fois. Bon. Donc je pourrais avoir des millions de traces identiques. Donc j'ai un détecteur de doublons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une trace a été émise, je fais un hash de la stack trace pour faire en sorte qu'elle ne soit pas réémise. Tout ce qui est décrit dans cet outil, vous allez tout retrouver, tout le détail, toute la philosophie dans l'article qui va sortir dans le prochain numéro de Linux Mag. Hein? Donc voilà, j'ai fait un article qui explique voilà, toute la démarche, comment on a fait le code, pourquoi les difficultés, etc. Donc les différentes stratégies, comment on le paramètre, etc. Donc on vous invite à aller voir dessus. Alors on va reprendre les slides. Ok, donc les fameuses 500 API dont on parlait tout à l'heure, en gros qui sont listées, hein, qui sont les API de base du JDK, il y a tout ce qui fait de l'appel bloquant, que ce soit de l'appel réseau, du fichier. Vous n'avez pas WT, vous n'avez pas Swing. Incroyable, hein. Mais bon voilà, donc vous avez quand même des trucs assez suits, hein, comme les RMI SSL, si vous attaquez des RMI qui vont faire des appels bloquants sur un objet distant, il va y avoir. Vous avez, voilà. Imaginez bien qu'il y a 500 tests unitaires pour pouvoir vérifier ça, mais je ne vous garantis pas que là-dedans, il n'y a pas de difficulté, de bugs, de précision, de choses que vous voudrez raffiner, que chez moi ça ne marche pas tout à fait, il y a un scénario que je n'avais pas imaginé. C'est une bêta, ça. Hein. Donc, allez-y, aidez-nous. Sortez, testez ça sur vos applis, et puis trouvez les choses qui ne vont pas, et on sera intéressé. Alors, pour l'exécuter, là on a quelques exemples. Alors suivant les cas, le problème c'est que ça crée une variable d'environnement. Donc une variable d'environnement, c'est une variable fille. Donc si je le mets tout dans la ligne de commande, ça peut être emmerdant parce qu'elle n'est pas valorisée. C'est le problème du shell qui se fait avant. Donc parfois on est obligé de le faire en deux étapes. Donc si je fais rien, reactive audit, il va juste créer une variable qui s'appelle audit ops, qui va avoir tous les paramètres qu'il faut rajouter à la JVM. Ok. Donc là-dedans, ça va installer l'agent et ça va mettre un Java libext vers le bon répertoire où il y a les librairies du projet. Okay. Il faut ramener ce qu'il faut dans la JVM. Donc ça, c'est une façon de lancer. Maintenant, si vous êtes sur Jetty, vous allez faire Jetty, puis Jetty, normalement, c'est un java-jar start. Là, vous rajoutez juste les paramètres devant. D'accord? C'est ce qu'on va dans la deuxième cas. Maintenant, si vous êtes sur des frameworks plus sympathiques, soit vous faites le même modèle que là-haut. Hein, donc ça va vous valoriser une variable dedans, mais parfois, il va falloir faire source devant quand on est sous Linux. Sinon, la variable n'est pas valorisée. Soit vous faites du chaînage avec un run derrière.
Donc là, typiquement, ben voilà, je fais un Reactive Audit Catalina, pour dire c'est le framework Catalina, run, Catalina, run, la commande que je veux lancer. Et lui, il va s'arranger pour valoriser la bonne variable environnement. Du coup, Catalina Run va injecter cette variable environnement, la bonne, et continue. Donc on l'a sur Catalina, on l'a sur Play, sur Vertix, et même sur vos propres outils de build. On peut faire sur Maven, sur Gradle, sur SBT, mais rajouter ce qu'il faut, quoi. Vous avez des superbes idées. Là, on voit, je me suis amusé à le faire sur des frameworks très réactifs, Vertix, Play, AK par effet de bord, puisque ça l'est également. Je vais mettre SBT à la limite, puis on aura tout l'écosystème de ce cas-là. Donc l'intérêt de ces configurations prédéfinies, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi, c'est vraiment d'avoir prédéfini par exemple les pools de threads dans lesquels on a le droit ou on n'a pas le droit de faire des appels bloquants. C'est pour éviter d'avoir tout un tas de faux positifs en détectant systématiquement tout. Donc après vous pouvez créer vos propres configurations, mais déjà il y a déjà tous ces outils qui sont prédéfinis. Soit vous valorisez vos variables à la main parce que c'est prioritaire dans les variables d'environnement, soit vous créez votre propre fichier de paramètres et puis vous l'utilisez. Là, il y a des pattern matching sur les threads. Il y a, moi dans mon contexte, le disque je m'en fous parce qu'il est rapide. Moi, au contraire, je suis sur le cloud, c'est vachement important pour moi. Mais au contraire, je me mets en high sur les fichiers, puis je me mets en low sur le réseau. À chacun de voir. Donc comme on a vu, on a des sample scripts pour Maven, pour Gradle, pour SBT. Qui vous permettent de pouvoir intégrer ça. Idéalement, il faudra intégrer ça dans les outils de build continu, de Calif. Il faut savoir que le fichier qui est sorti, techniquement, je ne veux pas avoir de dépendance sur des jars externes, parce que sinon il peut y avoir des confusions de licence. Donc je ne peux utiliser que le JDK. J'utilise l'API de logging de Java de base. Donc vous mettez comme nom de fichier un .xml derrière, et ça vous sort un fichier XML de log. Donc on peut imaginer de faire un XSLT qui va convertir le fichier résultat vers autre chose, qui va vous permettre de le présenter, de le mettre dans les outils de build ou de convertir dans le fanbug ou autre chose. D'accord? Donc on vous invite à proposer ça ou à proposer d'autres extensions ou des améliorations. Typiquement, ce genre de choses, c'est bon pour différents frameworks. Donc à utiliser avec tout type de projet où vous voulez vraiment faire de la programmation réactive, à partir du moment où vous êtes sur un langage qui va tourner sur un JRE, quel que soit le langage, vous pouvez l'utiliser. Donc on a cité comme exemple Play, AK, Vertix, on peut aussi coder avec A5 HTTP client d'Apache ou du RX Java. Voilà. Ça va vous aider à identifier tous les éventuels problèmes dans le code. Donc ça c'est un outil qu'on annonce Octo aujourd'hui. L'annonce officielle se fait là, il y a quelques tweets ou autres annonces qui vont être faites. Ça fait un petit moment qu'on y travaille. On s'est battu pour sortir une version 0.7.1 hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, c'est sur GitHub, c'est open, c'est pour tout le monde. C'est pas très compliqué le code, le moteur il est assez petit. Il y a beaucoup de règles, mais elles sont proches de ce que vous avez vu là tout à l'heure. Donc vous pouvez en rajouter. On peut imaginer de rajouter des règles spécifiques à certains frameworks parce qu'on veut se mettre avec des API de plus haut niveau. Il y a des subtilités, parce que là, quand vous voyez les traces, il vous sort la stack trace par rapport à l'endroit où vous avez appelé. Mais techniquement parlant, il y a des choses au-dessus dans la stack trace, mais que j'ai nettoyé avant de l'envoyer. On peut mettre des petits paramètres pour pouvoir les voir quand même, etc. Donc, aidez-nous à le tester sur vos propres projets. On sera ravis que vous nous dites, tiens, tel framework qui se prétendait être réactif, il n'est pas, on va prévenir les auteurs. Nous, on va se charger de prévenir tous les auteurs des frameworks qu'on a vu là pour leur dire, votre communauté gagnerait à utiliser cet outil. Donc si vous avez l'opportunité d'en parler, profitez-en, parce que c'est le piège, ce genre d'archi. Vous pouvez rajouter des règles, vous pouvez éventuellement nous proposer de nouvelles règles, du raffinement dans les règles. Il y a des choses subtiles quand même dans le JDK. Si vous commencez à faire un URL connexion, par exemple, derrière, vous avez une classe qui ne fait pas partie du JDK, qui est une HTTP URL connexion package sun, qui en réalité est du réseau, mais voilà. Quand vous êtes obligé de faire le chaînage des flux, c'est obligé d'aller faire un peu d'introspection pour aller choper les attributs privés, parce que le Next, on n'a pas accès de l'extérieur. Donc il y a des petites subtilités derrière. Voilà, nous on a a priori fait ce qu'il faut pour que toutes les API aient leurs tests unitaires correspondants. Rien que trouver les scénarios de chacun des tests d'appel, mais c'est pas très bien. Voilà. Proposez-nous des plugins pour intégrer ça dans d'autres outils, des outils de build continu, ou d'autres choses, des conversions. On a vu que c'est publié sur la web centrale, donc vous pouvez les descendre
directement. Ça serait une façon d'automatiser cette démarche dans les tests d'intégration. Proposer de l'XSLT pour pouvoir dire, bah, tiens, le rapport, je vais le rendre un peu plus joli en HTML, pourquoi pas, ou pour pouvoir l'intégrer dans autre chose. Donc tout ça pour dire que l'outil est encore un peu brut de fonderie pour l'instant, mais je pense qu'il est indispensable pour ceux qui veulent faire des architectures réactives et faire des applications qui soient vraiment hautement scalables avec des très fortes charges utilisateurs. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez corriger le problème en augmentant le groupe de threads ou en corrigeant vraiment le problème. C'est à vous de voir, ça ne bloque pas. Soit vous êtes rigoureux et vous dites à chaque fois qu'il y a une erreur, je jette une exception et puis il est interdit de passer en prod tant que j'ai des exceptions. Soit vous êtes un peu plus tolérant et vous savez où il y a des faiblesses. Alors soit vous rajoutez des annotations pour dire bah, ok, on assume la faiblesse, au moins c'est annoté, donc on pourra faire un grep au fur et à mesure dans le temps, dans le code et puis désendetter le code. C'est une autre façon de faire. Les annotations, on n'est pas obligé de mettre le jar qui va avec, il y a un jar pour les annotations, un jar pour le corps. Donc vous pouvez très bien mettre des annotations et puis pas les publier pour autant, c'est pas une dépendance. C'est juste au moment de la compile que vous en avez besoin, pas forcément pour le déploiement. Donc ça ne pose aucun problème après de l'enrichir et de continuer à diffuser vos propres frameworks annotés avec cet outil. Voilà, si vous avez un flasheur de QR code, vous pouvez cliquer et tomber directement dessus. C'est sur GitHub. Et puis on est ouvert à toutes vos questions, suggestions. On a une petite idée pour la prochaine chose que l'on veut mettre en place. J'ai regardé ça hier un peu, il y a des applis sympathiques. C'est de ne pas s'appuyer sur un délai de démarrage, qui est un peu aléatoire suivant les machines, mais plutôt sur une consommation CPU. C'est de faire l'analyse de la consommation CPU et dire bon, je veux qu'il y ait un calme de la CPU sur mon process pendant au moins 5 secondes avant de dire ok, maintenant l'audit il commence. Donc ça permettrait de pouvoir laisser le bootstrap démarrer et dire ok, là tu laisses tout passer, tu ne balances pas d'alerte. On attend que ça se calme, et une fois que le serveur s'est calmé et que je vais commencer à l'utiliser, ok, à partir de maintenant, les alertes, tu les sors. Alors, est-ce que c'est un outil dont vous pensez qui vous sera utile? D'accord. Est-ce que c'est un outil qui vous a manqué avant ou là vous découvrez que finalement ça pourrait être un besoin? Alors il y a deux questions. Vous découvrez, vous y pensiez avant. D'accord. Okay. Bon, ben, oui. Vous avez testé, vous avez trouvé des trucs marrants, c'était peut-être, vous avez testé sur des livres Oui, alors bon, c'est un peu compliqué à chaque fois de tester, mais j'ai trouvé des trucs sur Vertex, j'ai trouvé sur DT, j'ai trouvé des trucs. Donc après, c'est toute la question, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, ok, ils ont fait des trucs, est-ce que je le mets au niveau du boot ou est-ce que je considère que c'est une fois qu'il a démarré, c'est à peu près propre, ou voilà. Après, il y a le pattern matching que tu vas mettre. Tout au début, je ne mettais par exemple dans les règles des trades que les trades du pool qui sont dans un pool. Puis finalement, FX m'a dit que c'était un peu une connerie parce que le premier accès à l'outil, quand on le lance sur son propre outil, il ne va rien vous sortir. Donc on a fait l'inverse, maintenant par défaut, c'est surtout. Comme ça, vous allez vous réduire finalement le spectre. Mais oui, il faut le tester sur des vrais outils, des vrais projets. Là, je me suis dit, je cherche des outils, j'ai pris Activator. En Activator, je fais descendre des trucs de base, qui font un peu tout, et puis j'ai regardé comment ça marche. D'accord, et bien, vous avez donné l'idée, c'est que vous avez eu le problème, non? Non, c'est que... Si, on a eu le problème. On a eu le problème avant, mais moi, ce qui m'a fait faire le clic, c'est que quand je présentais le modèle réactif dans notre tribu, réactive, les premières remarques qu'on me disait, c'est ouais, mais les développeurs, c'est des newbies, c'est une architecture qui est fragile finalement parce que les développeurs vont faire des conneries. Mais on a eu des problèmes pour être honnête sur des projets en play où quand ils ont commencé à lancer les tests de charge, les résultats étaient vraiment pas bons du tout. Et le seul outil qu'on avait à l'époque pour auditer ça, c'est de lancer le test de charge et puis après de générer des full thread dump et d'aller lire des stack traces pour essayer de comprendre pourquoi la CPU faisait rien, mais malgré tout le site répondait plus. Donc il a fallu regarder avec les stack traces ce que faisait chaque thread et c'est comme ça qu'on a identifié. Donc là on propose un outil qui est quand même un petit peu plus pratique et qui va permettre d'identifier les choses avant de passer au test de charge. Oui, question. C'est bien. Merci. Est-ce que vous pensez qu'on peut identifier un peu de la même manière les endroits dans le code où on force, où on
au niveau de la CPU, alors, en théorie, on pourrait faire un peu ce qu'on veut, mais là, il faudra descendre sur du GNI pour pouvoir y attaquer. En théorie, oui, il suffit de rajouter des règles spécifiques. Attends, c'est la question, c'est qu'est-ce que je fais dans les règles là. Ce qui se passe, c'est que le fait de déclarer une règle, c'est qu'au lieu d'appeler directement la méthode, il va appeler la règle, qui après va appeler la méthode. Donc, c'est le principe de la spec.jl. Maintenant, détecter dans l'absolu quand est-ce qu'il flush, ça va être compliqué, on va pouvoir soit s'en rendre compte après coup, parce que on est... Ouais, non, ça va être difficile de faire ça. Ce qu'on peut tester par exemple, on pourrait imaginer dans une version future ou pas, de chronométrer et de dire bon, je sors une alerte que s'il y a au moins une latence de temps par exemple, on pourrait imaginer ce genre de choses. Hein, ou que si, parce que là j'ai vu qu'il y avait des API pour ça, que s'il a passé un temps système supérieur de 70% et 30% pour le code natif, c'est qu'il finalement il a fait un blocage extérieur, on pourrait imaginer ce genre de choses. Là ce que j'essaie de faire c'est par exemple identifier le nombre de threads maximum. Par exemple, le genre d'information indirecte que je vais fournir à la fin quand il le processe. Mais ce que tu proposes, ça va pas tout à fait ça. Je pensais, souvent on fait des choses immutables, oui. Des objets immutables, en se disant, comme ils sont immutables, dès que la JVM le peut, elle va les mettre dans les caches du processeur et les utiliser directement là. Et si le code est bien fait, la JVM n'aura besoin d'enlever les caches du processeur que quand il fait place, il faut mettre autre chose. La fenêtre de la taille de ton cache de ton processeur. Donc, de toute façon, même dans l'hypothèse où on aurait l'information, elle serait plus pérenne entre les machines. C'est-à-dire que la taille du cache. C'est pour identifier quand le codeur a fait une bêtise qui force le flush de cache. Voilà, je sais pas, il y a sûrement des indicateurs derrière. On pourrait se mettre à des endroits stratégiques, mettre une règle qui dit bah, tiens, dès que tu fais, je sais pas, dans ce que tu dis, si tu as des choix spécifiques dans ton projet, on pourra rajouter une règle qui dit bah, dès que tu invoques telle méthode, je vais aller voir si par hasard il n'a pas flushé. Mais on est vraiment sur du run synchrone. Il y a des subtilités, par exemple, quand je fais le count des différentes alertes, il y a deux manières de le faire. Moi, je veux être réactif. Donc, soit je fais un atomic integer, j'incrémente, j'ai plusieurs threads qui s'exécutent en même temps en projet. Et je crée moi-même un blocage, c'est pas terrible. Soit j'utilise ce qu'on a dans Java 8 qui est un incrément entier cross-thread. En gros, c'est pas bloquant lorsque je fais de l'incrément, si c'est bloquant lorsque je fais du get. Comme je fais le get à la fin, c'est pas grave. Donc j'ai backporté ça sur les versions précédentes. Un petit détail, j'ai travaillé sur les API Java 8. Donc le run, la compilation se fait en Java 7, les tests en Java 8. Parce que je ne peux pas tester ça. Donc vous pouvez, c'est dans la doc, vous pouvez indiquer. Vous pouvez indiquer de faire le build environ les tests, tout simplement, c'était sur JDK7. Vous avez parlé d'auditer les appels extérieurs, les streams et tout ça. Vous auditez aussi justement des appels bloquants entre threads, je sais pas, un join entre threads ou des trucs. Oui, exactement, le join ça fait partie des appels, le synchronize c'en est, le sleep c'en est. Donc tous les appels qui potentiellement sont bloquants. Moi je me suis tapé tout le JDK, et pour chacune d'elles, je me suis dit, bon, c'est bloquant, c'est pas bloquant, quoi. Alors, des fois, il y en a qui sont un peu subtils parce que c'est avec un cache. Donc, est-ce que flush, ça l'est? Théoriquement, oui. Donc, on le déclare. Et comme c'est un flush, ça écrit un fichier, on le déclare en high. Le close, on le déclare en medium. Donc, vous ne serez peut-être pas d'accord avec les poids qui ont été mis, vous ne serez pas d'accord avec les règles, vous allez peut-être trouver qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs. Rajoutez vos annotations, vous avez le moyen de pouvoir le faire. Hein. Puis vous pouvez faire un fork et puis soumettre ce que vous voulez. Et puis voilà, vous virez le taux devant et puis c'est bon. Et je pense que ça couvre quand même pas mal de cas qu'on rencontre le plus couramment sur les projets. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les effets de bord. C'est-à-dire vous ramenez un framework, vous ne savez pas qu'en bout de chaîne, il va bloquant. Et là, ils vont le sortir. Voilà, bah, écoutez, on vous remercie. Et puis, encore une question. On a vu l'impact performance au démarrage, ça ralentissait, mais après au runtime, est-ce que l'impact est toujours là? Non, j'ai tout fait pour que ça soit le moins coûteux possible. Donc au run, tu l'as vu, ça a tourné une fois qu'il est... Le problème, c'est quand il charge les classes. Quoi. Ouais. Que chaque classe, il doit introspecter, il a 500 règles à mapper, donc il faut qu'il trouve parmi les 500 règles chacune des classes si on fait partie. Si c'est le cas, il faut qu'il aille modifier le code et qu'il l'a plugué. Mais une fois que c'est plugué, les impacts que tu as derrière, c'est tous les tests de validation. Donc en gros, si je prends le cas pire, je fais un write d'un seul octet. Chaque fois, je dois aller voir si le buffer et toute la chaîne, voir si en bout de chaîne, c'est un readable ou un writable. Qui va te taper ça. Quoi. Mais c'est fait de telle sorte que, autant que possible,
on évite de construire des objets intermédiaires qui peuvent au final dire finalement je ne vais pas le loguer. Donc typiquement, je ne vais pas construire des exceptions au milieu pour remonter les chaînes, je vais mettre un factory qui veut dire que l'exception elle sera construite au dernier moment si vraiment j'ai besoin de loguer. Il y a des stratégies, pareil pour la détection du double appel du même contexte. Il y a des stratégies, mais ça vous verrez ça dans l'article, qui sont mises en place pour faire ça de façon très rapide et pas faire une itération de toute la stack trace pour comparer avec tout l'historique de tous les stack traces, que ça n'explose pas la mémoire et que ça soit super rapide. Et ça, je vous invite à lire l'article. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un monitoring temps réel sur un serveur de production pendant une phase pas trop longue. Ouais, alors ça je peux pas l'assurer. Hein. Essayez. Essayez. Bon, merci.